Bienvenue à tous. Le prix Nobel 2010 de littérature a choisi Bibliothèque Médicis pour s'exprimer. Mario Vargas Llosa est avec nous. Il m'a reçu à Barcelone il y a quelques jours et à quelques jours de la remise du prix par le jury Nobel de Suède. Mario Vargas Llosa va évoquer ses années de formation, à Paris aussi, ses voyages incessants et son inspiration qui part toujours de la réalité. Mario Vargas Llosa, c'est une grande voix de l'Amérique latine qui combat d'un continent à l'autre toutes les formes de totalitarisme et qui défend les libertés et l'esprit de résistance. Ingrid Betancourt, merci d'être avec nous. Vous aussi, vous le faites à votre manière et vous l'avez fait dans votre chair. Dans Même le silence a une fin chez Gallimard, vous racontez vos 6 années passées en détention chez les FARC dans la jungle amazonienne. Le Nobel à Vargas Llosa, est-ce que pour vous c'est une récompense juste? Très juste, oui. On l'attendait. Je crois que nous avions besoin d'une reconnaissance pour l'Amérique latine, pour un combat qui est aussi le combat des idées, mais qui est sous la plume d'un homme extraordinaire. Vous le lisez? Oui. Ou vous l'avez lu? Je l'ai beaucoup lu et j'ai voulu le lire encore. Dans la jungle? Oui. Et vous n'avez pas pu? Non, bon, je n'ai pas pu. On en pu. parlera tout à l'heure. Ouais. Troisième invité, Matteo Ricci, ou plutôt vous, Michela Fontana, Grand Prix 2010 pour cette biographie politique, je dirais exceptionnelle, de Matteo Ricci. Il va falloir qu'on dise qui c'est. C'est un jésuite italien qui, dès le XVIIe siècle, est parvenu à la cour des empereurs Ming en Chine. Et pourquoi il est important? Pourquoi il revient maintenant? Il est très important parce qu'il a été le premier médiateur culturel entre la Chine et l'Europe. Et aujourd'hui, c'est très important de comprendre la valeur de Ricci comme médiateur culturel, le dialogue, la tolérance interculturelle. Très important, très actuel aujourd'hui. Alors, Ricci est enterré et vénéré dans la Chine actuelle. Il a consacré sa vie, précisément, et son œuvre à rapprocher des deux continents dans des moments qui étaient particulièrement difficiles, parce que la plupart des missionnaires qui étaient arrivés avant lui ont été zigouillés. Oui, la plupart, ils sont revenus. Oui. Et il y est arrivé, lui, en Chine, 3 siècles après Marco Polo. Exactement. Mais Marco Polo était quand il y avait les Mongols en Chine. Et Ricci, c'était le premier à entrer et à résider en Chine quand il y avait une dynastie complètement chinoise, les Ming. Oui. C'est le premier d'être capable de rester et d'être accepté dans la Chine chinoise de Ming. Votre livre est édité et publié par Salvatore, qui est un éditeur de talent et de courage, je voulais le signaler. Et c'est plus que l'hommage d'une Italienne à un Italien qui a vécu de 1552 à 1610 pendant 58 ans. Alors je vous remercie au passage d'être venu spécialement à Paris pour Bibliothèque Médicis, parce que vous vivez en Arabie Saoudite, votre mari est l'ambassadeur d'Italie. Votre livre est très beau. Merci. Vargas Llosa, Ingrid Betancourt, Ricci Fontana, vous avez une passion commune, à mon avis. Vous êtes des passeurs de civilisation, en quelque sorte des exemples de métissage culturel. Alors d'abord, Mario Vargas Llosa, il voyage partout. Il ressemble en effet à une sorte de nomade. Je dirais que c'est plutôt un homme universel. Il m'a reçu à Barcelone pour Europe 1 et pour Bibliothèque Médicis. En Espagne, il est en train de présenter son dernier livre, Le songe du Celte, que son fidèle ami de toujours, Albert Bensoussan, est en train de traduire pour les éditions Gallimard et qui sera publié en France en 2011. Ce livre est consacré à un Irlandais, l'Irlandais Roger Casement, qui au début du XXe siècle a dénoncé les atrocités commises au Congo belge sous Léopold II. Je l'ai découvert dans un livre consacré à Joseph Conrad, un écrivain que j'admire beaucoup. Et Conrad, quand il est allé au Congo, la première personne qu'il a connue, c'était Roger Casement. Et il a pu écrire Au cœur des ténèbres, le chef-d'œuvre de Conrad, grâce à Roger Casement. Ça veut dire qu'une fois de plus, vous en prenez au méfait du nationalisme ou du colonialisme qui frappe les peuples d'Amazonie ou d'Afrique. Exactement, parce que lui, il a dénoncé aussi, en même temps que les atrocités au Congo, les atrocités qui étaient commises à l'Amazonie sud-américaine à l'époque du caoutchouc. Il a été extrêmement courageux et je crois qu'un des premiers Européens à dénoncer, à montrer le véritable visage du colonialisme.
Parce qu'à l'époque, il y avait une mythologie sur le colonialisme comme une force civilisatrice, n'est-ce pas? Vous n'y croyez pas? Non, mais à l'époque, on croyait. Oui. On croyait. Et Mais vous, à l'égard des conquistadors espagnols venus même au Pérou, je critique, bien sûr, toutes les cruautés qui ont été commises par les conquistadors. Mais c'est très important de nous souvenir, dans le cas de l'Amérique latine, que les conquistadors étaient notre grand-père. Hein? Ils sont restés là-bas. Après, l'indépendance est venue et la condition des indigènes est la même. Aujourd'hui, 5 siècles après la conquête, les Indiens sont encore des citoyens de deuxième ordre, de deuxième classe. la faute à qui? À nous. C'est nous maintenant qui sommes les latino-américains, qui sommes les responsables de les cruautés qui souffrent les paysans, les descendants des Indiens. C'est très important de critiquer la conquête en faisant une autocritique, n'est-ce pas? C'est ça que... C'est pas eux, les conquistadores, qui ont commis les crimes. Les crimes sont commis encore aujourd'hui par les descendants des conquistadores, et les descendants des conquistadores sommes nous, Ouais. les latino-américains d'aujourd'hui. Oui, c'est le mea culpa de Vargas Llosa. Les Vargas, ils sont arrivés au Pérou. Oui, Vargas et Llosa sont mais c'est le cas de je crois, la grande majorité des latino-américains, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, C'est vous la êtes- grande différence avec le Congo. Ouais. Hein. Les Belges ne sont pas restés là-bas. Non. Ils sont allés pour exploiter les bien indigènes et après exploité. ils sont partis. Oui, oui, Ouais, bien ouais. exploité. Mais aujourd'hui, vous avez la nationalité espagnole Et péruvienne. et C'est la péruvienne, les double deux. nationalité. C'est-à-dire que vous vous sentez à la fois d'Espagne et du Pérou. Oui, je suis très reconnaissant à l'Espagne parce qu'ils m'ont donné la nationalité espagnole à une époque que la dictature du Pérou voulait me priver de la nationalité péruvienne. Alors, c'est l'Espagne qui m'a sauvé de devenir un paria. Oui. Alors, je suis très, très reconnaissant à l'Espagne Mais pour ça. ce n'était pas un rejet du Pérou. Non, 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 c'était pas le rejet du Pérou. J'ai critiqué la dictature de M. Fujimori. Alors, ils avaient présenté un projet pour me priver de la nationalité péruvienne. Et à ce moment-là, j'ai demandé à l'Espagne de me reconnaître la double nationalité. Et vous vous sentez aussi de l'Europe? Peut-être un peu de la France, non? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ma formation était plus française qu'espagnole. Vous savez, j'étais un métèque. Hein. Quand j'étais jeune, j'ai commencé à lire les écrivains français. J'ai appris les français par exemple, pour qui, pouvoir par lire. exemple Rabelais. Non, j'ai commencé par Alexandre Dumas, Jules Verne, Victor Hugo. Je vous ai dit que mon premier chef-d'œuvre comme lecteur a été Les Misérables de Victor Hugo. Après, les écrivains français du XIXe siècle, et surtout Flaubert. Flaubert m'a marqué profondément. Dans mes années universitaires, l'influence de Sartre et de l'existentialisme français était énorme en Amérique latine. Et moi, j'ai beaucoup Et en lu vivant à et Paris, appris. 6 ans, Et 7 après, ans. j'ai vécu à Paris presque Ouais. 7 Et ans. Camus oui. aussi. Oui, c'est-à-dire que j'ai écrit un petit livre qui s'appelle De Sartre à Camus, en racontant mon évolution politique, hein, de disciple de Sartre à disciple d'Albert Camus. C'est-à-dire qu'avec Sartre, à l'époque, vous croyiez qu'un écrivain devait être engagé dans l'action, la société, le temps. Vous y croyez moins. C'est-à-dire que je croyais, avec Sartre, que le socialisme, le marxisme étaient l'horizon, n'est-ce pas, de notre époque. Et après, j'ai découvert que c'était vraiment la démocratie, les seuls cadres pour un progrès véritable. Et ça, c'est Camus qui me l'a appris. Oui, mais est-ce qu'on ne dit pas Vargas Llosa est devenu de droite à cause de ça? Oh, je m'en fous. Si ce que je défends, c'est la droite, tant pis. Vous avez été candidat à la présidence du Pérou, vous vous en souvenez, vous avez connu les acclamations, les sifflets et l'échec. Est-ce qu'il vous a fallu beaucoup de temps pour oublier l'échec politique? Non, non, pas beaucoup. C'est-à-dire que ça a été une expérience pour moi très enrichissante. J'ai appris beaucoup de choses. Et parmi elles, j'ai appris que je ne suis pas un politicien, hein, que je n'ai pas... Mais il fallait l'apprendre sur le terrain, là. C'est-à-dire que c'était un moment
très difficile pour la démocratie au Pérou. Elle était en train de s'effondrer par le terrorisme, par l'hyperinflation. Alors c'est à ce moment-là que j'ai senti disons, l'obligation civique de participer. Mais la politique n'a été jamais ma vocation, c'est la littérature. C'est-à-dire que vous avez compris que ce qui était préférable, c'est de ne pas résider dans les palais, mais de travailler avec votre plume. Oui, mais je crois qu'un écrivain a quand même une responsabilité civique. Hein. Je crois qu'un écrivain doit participer à la vie politique. Et je l'ai fait, mais je l'ai fait maintenant comme citoyen, comme écrivain, pas comme un politicien professionnel. Ça, je n'ai jamais voulu le faire. Mais à qui vous en avez voulu, Mario Vargas Llosa, de votre échec? À vous-même, au Pérou, aux Péruviens? C'est-à-dire que ce sont les électeurs qui ont décidé qu'ils ne voulaient pas que je sois président du Pérou. Et sûrement, j'ai participé dans cet échec aussi, parce que je n'avais pas quand même les qualités d'un politicien réussi. Hein. Je n'ai jamais menti, par exemple, pendant toute la campagne électorale. Vous ne mentez que dans les romans. Je n'ai manqué quand j'écris des romans, exactement. Oui. C'est vrai. Dans La vérité par le mensonge, chez Gallimard, vous dites, je vous cite, « De nos jours, c'est le socialisme qui est entré dans un processus de déliquescence à l'échelle mondiale. » Alors, quelle est la meilleure voie pour le XXIe siècle? La démocratie. C'est-à-dire que quand on parle du capitalisme, on parle de choses très différentes, n'est-ce pas? C'est-à-dire il y a un capitalisme à la chinoise, qui est un capitalisme avec dictature, n'est-ce pas? Et il y a un capitalisme à l'anglaise ou à la française, qui est un capitalisme avec démocratie politique. C'est ça que je défends. Je ne défends pas l'autoritarisme, la dictature, même s'il y a une économie de marché, non? Mario Vargas Llosa ne suivra plus et déconseillera de suivre les enchanteurs du peuple, ceux qui promettent et qui ne réalisent pas, où qu'ils soient. Où qu'ils soient, oui, parce qu'il y a des magiciens de cet ordre dans la droite et dans la gauche, n'est-ce pas? Il faut les critiquer les deux, oui. Ouais. La plupart de vos romans, ils partent, vous l'avez dit tout à l'heure, de votre vie. Ils prennent leur source dans votre vie. Aussi bien le premier... de manière très, très générale. La ville et les chiens, c'était les aventures d'un jeune garçon en pension, loin de sa famille et de son père, cet inconnu qu'il détestait. Mais la plupart du temps, les thèmes qui reviennent, c'est quoi? La dénonciation de l'intolérance? L'intolérance, le fanatisme, le sectarisme, toutes les sources de la violence dans les relations humaines. La critique des militaires, et Dieu sait s'il y a eu des généraux en Amérique latine. Il y en a eu. Ouais. Bien. Mais mais aujourd'hui, ça a l'air exemplaire, ce continent, puisque ce sont des femmes souvent qui sont aux commandes. Au Brésil, Dilma Rousseff, en Argentine, Cristina Fernandez, Cristina Kirchner. Est-ce que c'est mieux? C'est-à-dire, c'est bien que les femmes maintenant ont accès au pouvoir, mais le fait d'être femme ne garantit pas une bonne politique. Hein. Le cas de l'Argentine est plutôt tragique. Hein. Mais en général, je crois que l'Amérique latine va beaucoup mieux, et surtout parce qu'il y a des consensus entre la droite et la gauche qui avant n'existaient pas. Maintenant, vous savez, des gouvernements démocratiques de gauche, celui du Brésil, de l'Uruguay par exemple, et vous savez, gouvernements démocratiques de droite, comme au Chili, au Pérou, en Colombie. Ça, c'est un progrès énorme. Et il y a moins de généraux, hein, et beaucoup moins. Et de dictateurs. Pratiquement, nous n'avons pas de dictature, avec l'exception de Cuba et Venezuela. J'ai bien aimé votre phrase, vous dites que les Argentins, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ce sont des Italiens qui parlent espagnol et qui se prennent pour des Américains. C'est pas à moi, mais c'est une espèce de plaisanterie qui circule beaucoup en Amérique latine. Oui, mais nous les Européens, est-ce que nous nous prenons encore pour des Américains ou nous commençons à nous prendre pour de futurs Chinois? Hein? Moi, je suis très, très européen, très en faveur de l'Europe. Hein. Je crois que la construction de l'Europe, malgré toutes les défaillances, est le seul projet social important vivant. Mais vous savez que les Européens n'y croient pas. Mais c'est formidable de penser que vous dites et vous écrivez que c'est le nouveau monde. Non, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de critiques, mais
Mais ça, c'est très bien. Ça, c'est la meilleure tradition de l'Europe. Hein. La critique, l'inconformisme, le rejet le status quo. Ça, c'est très, très bien. Je crois que c'est bon pour la formation de l'Europe démocratique, cet esprit de révolte, cet esprit frondeur qui accompagne la construction Et de vous l'Europe. trouvez, Mario Vargas Llosa, que l'Europe, elle est en pleine recréation. Oui, Régénérescence. il faut quand même corriger beaucoup de choses. Par exemple, la paranoïa contre l'immigration. Ça, je crois qu'il faut la critiquer, la dénoncer, parce que ça, c'est... En Europe et aux États-Unis, partout. Oui, oui, partout. Partout. C'est la paranoïa universelle aujourd'hui, et qui d'abord est une manifestation de bêtises, parce que sans l'immigration, l'Europe ne pourrait pas avoir le niveau de vie qu'il y a aujourd'hui. À qui l'Académie de Suède, le 8 décembre, va-t-elle remettre le prix Nobel de littérature? À Mario Vargas Llosa, héritier de la constante Espagne, héritier des Incas de la Cordillère des Andes, l'écrivain métissé de toutes les cultures, à qui? Je suis toutes ces choses-là. On ne peut pas séparer en moi ni les Incas, ni les conquistadores, ni l'Europe qui m'a formé intellectuellement. Je suis toutes ces choses-là en même temps. Ce jour-là, quand vous serez à la tribune avec votre texte, que vous préparez sans doute, vous le préparez. Oui, je travaille quand je peux, quand je peux. Hein, ce jour-là, à qui vous penserez? Je penserai surtout aux personnes qui m'ont aidé beaucoup dans des moments difficiles de ma vie. Hein. Ma mère, mon grand-père, un oncle qui s'appelait Lucho, qui croyait en moi comme écrivain quand je n'y croyais pas. Alors, j'ai eu la chance d'être aidé par des gens généreux, alors je voudrais surtout penser à elles. Hein. Oui, c'est à eux que vous dédiez d'une certaine façon le prix. Sans doute. C'est à eux, oui. Et à tous ceux qui n'ont pas la parole ou qui n'ont pas les mots que vous trouvez. Hein? Mais ça, je l'ai fait quand j'écris mes livres, mes essais, mes romans, non? Est-ce que vous êtes l'avocat du prix Nobel de la paix, Liu Xiaobo, qui est emprisonné en Chine? Tout à fait. Je suis en solidarité avec lui. Je crois qu'il est un homme extrêmement courageux et qui nous démontre que l'essor extraordinaire économique de la Chine n'est pas parallèle avec une ouverture démocratique, sinon tout le contraire. Alors, je crois que c'est un prix bien mérité et qui doit nous faire réfléchir sur ce qui se passe dans la Chine. Quel message vous lui adressez? Je crois qu'il est la démonstration de que le vrai progrès n'est pas jamais seulement le progrès économique. Ça va très bien l'économie chinoise, tant mieux pour la Chine, mais c'est un progrès tout à fait limité et dont les développements se voient limités par le manque de liberté politique. Dans vos livres, vous êtes l'ennemi des censures, Oui. l'ami des libertés. Est-ce que ce matin, vous réclamez à votre place la libération de Liu Xiaobo? Mais bien sûr, et pas seulement de Liu Xiaobo. Il faut se souvenir que malheureusement, il y a beaucoup de dictatures, de régimes autoritaires. Hein. Je demande la libération de Cuba. Je suis tout à fait en solidarité avec les Vénézuéliens qui essayent d'arrêter, n'est-ce pas, ces procès de militarisation autoritaire qui souffre le Venezuela. Enfin, il y a beaucoup de dictatures dans le monde, de droite, de gauche et religieuses. Et est-ce qu'on peut penser que dans votre discours devant l'Académie Nobel, le 8 décembre, vous allez défendre justement les dissidents, les emprisonnés, les exclus de partout, Liu Xiaobo? Je l'ai fait toute ma vie, bien sûr que je l'avais fait aussi à Stockholm. Et vous aurez peut-être une pensée pour Borges? Oh, les écrivains que j'admire, oui, ils sont là. Même s'ils ne les mentionnent pas, ils sont là, ils sont présents dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'écris. Ouais. Garcia Marquez, vous étiez amis à un moment, vous êtes séparés pour des raisons idéologiques et politiques. Vous vous êtes un peu retrouvés? Je ne parle pas de Garcia Marquez. On va laisser ça à nos biographes, si nous méritons avoir des biographies. Ah bon. Mais qu'est-ce qui a fait la rupture ou la séparation? Non, je ne parle pas de ça. Bon. Mais c'était la rencontre avec Castro ou après? C'est après la rencontre avec Castro? Je ne parle pas de ça. D'accord. Donc il y a des blessures? Je ne parle pas de ça. Et vous parlez de Simon Bolivar, lui au moins, le libertador du continent américain. Je parle de beaucoup plus de choses. Facilement, oui, plus facilement. Hein?
Vous croyez, vous l'avez dit tout à l'heure, à l'Europe. Quand vous travaillez, vous dites que vous avez mis presque 30 ans à faire mûrir la fête au bouc. Combien de temps un livre mûrit-il en vous avant de passer à l'écriture? Ça dépend. Par exemple, le dernier, celui sur Roger Casement. J'ai découvert Roger Casement un an avant de me mettre à écrire le roman, et le roman m'a pris 3 ans. Alors, dans ces cas, ça a été plutôt en période courte, mais dans le cas de Flora Tristan, par exemple, ou de Trujillo, 20 ans, 30 ans, j'ai pensé, j'ai réfléchi, j'ai eu l'envie grandissante d'écrire sur eux. Combien de temps vous écrivez chaque jour? J'écris tout le temps. Matin et les heures les plus créatives sont celles du matin. Mais Tôt le matin? oui, je commence, très tôt. Je commence à prendre des notes et à lire à 6 heures du matin, mais à écrire à 10 heures. Je travaille jusqu'à 2 heures de l'après-midi chez moi, et après déjeuner, je vais ou à une bibliothèque ou à un café, et je travaille là-bas. C'est donc, vous consacrez tout votre temps à la fois à l'écriture et à la lecture. C'est la passion de la vie de Vargas Llosa. C'est ma vie, c'est-à-dire la consigne de Flaubert, je la suis. Écrire, c'est une manière de vivre. C'est ma manière de vivre, écrire. Et vous écrivez à la main encore? J'écris à la main. Ou avec l'ordinateur? Je crois que je suis l'ordinateur? un des derniers écrivains qui écrit à la main, avec l'encre, avec du papier, avec des... Oui. Ouais. Vous avez besoin de toucher le papier? Oui, et sentir l'encre. Ouais. Moi, j'aime beaucoup l'encre. Mais après, je passe à l'ordinateur. Mais la première version, toujours à main. Il y a une sensualité du papier et de l'encre. Tout à fait, le rythme surtout. C'est le rythme de la main. La pensée va au rythme de la main. Et vous écrivez d'un jet où il y a tellement de truculence, d'exubérance. Je corrige beaucoup, j'ai refait les phrases. Mais parfois, j'écris, d'un jet, d'un seul... d'un seul jet. Oui. Et est-ce que vous pensez que le romancier, il ajoute au chaos de la vie et du monde? Non. Ou il met de l'ordre? Il met de l'ordre, au contraire. Je crois que c'est la littérature, c'est surtout le roman qui nous donne la sensation, l'impression d'avoir un ordre dans la vie. La vie est un chaos permanent, n'est-ce pas? C'est la littérature qui vous donne quand même une organisation, vous montre que derrière les comportements, il y a des motivations et que les comportements produisent des conséquences. Tout ça, vous le voyez très clairement dans un roman. Dans la vie réelle, vous ne voyez jamais les choses avec cette clarté. Donc un romancier et un Vargas Llosa, c'est une sorte de père créateur. Un créateur d'artifices qui vous aide à comprendre la vie et à vivre. Ce sont des artifices, n'est-ce pas? Ce sont des créations tout à fait artificielles. Mais ces artifices, quand même, vous permettent d'organiser votre vie dans les chaos qui est la vie réelle. Non? Vous avez dit que vous lisez beaucoup, et vous avez beaucoup lu tous les auteurs, et en même temps, vous avez écrit des tas de livres, j'en ai là, La vérité par le mensonge, vous avez traité plusieurs auteurs, etc. Les contemporains français, vous les lisez? Par exemple, Michel Houellebecq? Oui, j'ai pas lu le dernier livre, celui qui a gagné le concours, mais j'ai lu tous les premiers livres de lui. Ouais. Et j'ai même participé dans un jury du prix Novembre qu'il a gagné avec ma voix. Oui. On lui dira. Vous relisez aussi beaucoup? Je relis beaucoup, et maintenant je dirais même que je relis plus que je lis. Mais est-ce que ça veut dire que les romans ont presque leur saison? Ils grandissent, ils mûrissent, ils vieillissent, ils meurent et ils renaissent? Ça dépend aussi des lecteurs. Il y a une atmosphère psychologique propice pour certaines lectures. C'est à ces moments-là qu'il faut lire un livre déterminé. Oui, mais comment on le sait? Comment on sait que c'est le moment pour celui-ci ou celui-là? On le sent. À un moment donné, on a envie de relire Tolstoï, on a envie de relire Montaigne, par exemple, n'est-ce pas? Et c'est qu'à ce moment-là, ce qu'il a écrit peut vous servir énormément. Vous pouvez apprécier mieux les génies, les talents, l'originalité d'un écrivain quand vous sentez qu'il a écrit ça pour vous, pour vous aider, vous.
les lecteurs. Hein. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ceux qui n'ont pas accès à vos livres, aux mots, à l'écrit? Je crois que tout le monde a accès aux livres. Hein. Il ne faut pas quand même exagérer. C'est-à-dire qu'il faut une éducation qui pousse les gens vers le livre, parce que c'est très important, l'existence d'une littérature riche, pas seulement comme un divertissement, comme un amusement, mais pour la formation des citoyens des sociétés libres, des sociétés ouvertes. La littérature est la meilleure manière de créer des citoyens libres, frondeurs, critiques, avec des ambitions et convaincus que la vie est mal faite. Ça, c'est le message du Nobel 2010 de littérature, Mario Vargas Llosa. C'est ça que vous essaierez de nous transmettre. Ça vous le dites moi, j'aime pas beaucoup les écrivains qui lancent des messages. Hein. Oui, mais alors qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce qui va se dégager de ce que vous êtes en train de préparer, que vous direz le 8 décembre? On verra bien, on verra bien. Je suis encore en train de travailler ces discours. J'aimerais qu'ils soient... Par exemple, j'ai lu quelques discours du prix Nobel et un discours qui m'a beaucoup ému, c'est celui de Camus. Très beau, très beau, très beau comme écriture, mais avec une idée qui me paraît absolument formidable. On ne peut pas dissocier la politique de la morale sans produire la barbarie, le barbarisme. Une idée formidable, que je crois que exprime vraiment ce qui est le cœur d'une culture démocratique. À l'étape où je suis de mon expérience, je n'ai rien à épargner, ni parti, ni église, ni aucun des conformismes dont notre société meurt, rien que la vérité dans la mesure où je la connais. J'ai lu ces temps-ci que j'étais un solitaire, peut-être, mais j'essaie en tout cas, solitaire ou non, de faire mon métier, et si je le trouve parfois dur, c'est qu'il s'exerce principalement dans la ces affreuse société intellectuelle où nous vivons, où l'on se fait un point d'honneur de la déloyauté, où le réflexe a remplacé la réflexion, où l'on pense à coups de slogan, comme le chien de Pavlov salivait à coups de cloche, et où la méchanceté essaie trop souvent de se faire passer pour l'intelligence. Donc on entendra, comme la résonance de Camus, d'autres écrivains ce jour-là, et peut-être aussi de votre ami Cervantes. Don Quichotte, dit Cervantes, doit être honnête en ses paroles, vrai dans ses actions, patient dans l'adversité, miséricordieux à l'égard des nécessiteux et enfin combattant de la vérité, même si sa défense doit coûter la vie. Sans aller jusqu'au sacrifice, est-ce qu'on peut dire que Vargas Llosa, c'est un combattant de la vérité? Oui, je crois qu'on peut dire ça. J'essaye de le faire au moins. Ouais. Et est-ce qu'il est possible de faire vivre dans le monde chaotique dont vous allez parler, d'aujourd'hui, une des leçons de Cervantes et de son Don Quichotte, je cite, apprend qu'un homme n'est pas plus qu'un autre s'il ne fait pas plus qu'un autre. Formidable comme description. La précision de la phrase résume vraiment quelque chose que nous pouvons appeler la philosophie de la liberté. Apprend qu'un homme n'est pas plus qu'un autre s'il ne fait pas plus qu'un autre. On est d'accord? C'est formidable. Ouais. Encore félicitations pour le prix Nobel de littérature. Merci de m'avoir accordé cet entretien pour Europe 1 et pour Bibliothèque Médicis. Est-ce que je peux vous dire à bientôt? Et Mario Vargas Llosa peut-être à Paris. À Paris. Voilà. Allez, très, très au revoir. Enchanté. Voilà, et vous, Ingrid Betancourt, vous avez fait beaucoup plus que beaucoup d'autres. Et vous l'avez dit tout à l'heure, pour le continent américain, pour vous-même, Ingrid Betancourt, Vargas Llosa, c'est quelqu'un. Et vous racontez que le livre que vous auriez voulu lire, vous l'avez dit tout à l'heure, et qui vous fut impossible de toucher dans la jungle, c'était La Fête du bouc de Vargas Llosa. Ce livre, voilà, je l'ai là. Cette fois-ci, vous allez pouvoir le toucher, le humer, La Fête au bouc. Écoutez, merci. Dans la jungle, ça vous n'avez pas pu. Énormément. C'est tout à fait simple. Oui, mais en même temps, pour vous, il avait une valeur là où vous étiez. Cette fois-ci, vous pouvez le humer, le toucher, le caresser. Dans la prison où vous étiez,
Ça avait un sens? Oui, ça avait un sens parce que les livres étaient rares, on avait très peu de temps pour les lire parce qu'il fallait les faire circuler, et que celui-ci en particulier était très demandé. Et le dictionnaire, vous l'avez eu quand? Et le dictionnaire, je l'ai eu 2 mois avant la Libération. Ouais, c'est-à-dire que vous l'avez attendu? Pendant 4 ans. Dans la plus grande partie de votre vie, vous dites « J'avais appris à vivre entre deux mondes, la Colombie et la France ». Et aujourd'hui? La France est toujours mon point de repère et toujours ma racine. Je pense à la Colombie toujours avec comme le but à atteindre, comme le rêve. Mais je me promène dans le monde pour prendre de l'élan et pour, je pense aussi, soigner un petit peu les blessures. Quand vous étiez dans la jungle, vous vous battiez parce que vous espériez, et pour espérer la libération, etc. Et là, aujourd'hui, la liberté que vous avez, est-ce que ce n'est pas une autre forme de prison? Il ne faut pas qu'elle le soit. Et il faut se battre tous les jours pour qu'elle ne le soit pas. Et il y a un risque? Mais bien sûr, parce qu'on a le risque de tomber, si vous voulez, dans cette espèce de prison de ce qu'attendent les autres de vous-même. Et il faut mettre des jalons, il faut mettre des frontières, parce que il faut se préserver soi pour pouvoir donner au monde. On ne peut pas donner au monde nécessairement ce qu'il veut. Il faut donner au monde ce qui est de meilleur en soi. Et ce que les autres veulent... Peut-être avec générosité, mais toujours dans la vérité de soi-même. Est-ce que ces 6 années dans des camps qui ont été mobiles, parce que vous êtes beaucoup déplacés, s'éloignent tout doucement de vous? Est-ce qu'elles s'estompent avec le temps? Je pense qu'ils prennent une autre dimension. Parce que je crois qu'en fait, le passé nous habite constamment. Et on peut si vous voulez, le régurgiter d'une autre façon. Je pense qu'en ce moment, c'est un passé qui a été très douloureux, mais qui devient très positif, parce que je peux le partager. Je parle de votre livre. Hein. Oui. Vous écrivez « Raconter certains faits, c'est leur permettre de rester vivants dans l'esprit des autres, alors qu'il nous paraît plus convenable de les laisser mourir à l'intérieur de nous-mêmes. » Est-ce qu'ils meurent doucement? Rien ne meurt, tout reste. Mais il y a des silences qui ne doivent pas prendre de feu. Et vous dites, certains faits sont trop douloureux pour être racontés. Mais douloureux pour qui? Pour les autres? Pour vous? Pour les deux. Pour soi et pour les autres. Je pense qu'il y a la souffrance des deux. Et je crois d'ailleurs que dans le fait de raconter des choses douloureuses que l'on a vécues, on redécouvre une autre dimension de la douleur. Lorsque je vivais ce que j'ai raconté, je crois qu'il y avait un autre moi qui avait pris le dessus, qui était fort, qui faisait face donc à chaud face à l'événement, qui avait une structure blindée. Mais lorsque je me souviens et lorsque j'ai réécrit, j'ai eu beaucoup de mal à revivre ce blindage. Je me suis retrouvée très à nu dans ma douleur et ça a été très très dur à écrire. C'est-à-dire qu'on peut vous voir comme quelqu'un de fort, d'intransigeant, mais vous êtes une solide avec quelquefois les larmes. Je crois que je suis une sensible qui de temps en temps met des armures. Et qui là-bas devait mettre cette armure. Qui devait la mettre. Mais sinon c'était la mort. Sinon c'était la mort. Ouais. Vos geôliers du phare... Mais c'était en plus la mort morale, ce qui est encore plus risqué. Oui, vos geôliers du phare auraient pu vous tuer. Mais sans doute il fallait pour eux que la Française, qui était tellement soutenue à l'extérieur et si connue, reste en vie. Mais vous ignoriez que vous alliez rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 années entre leurs mains. Oui. Ce qui est pire, c'est ça, ne pas savoir que cette détention va avoir une fin et comment. Oui, parce que si on ne sait pas, c'est une détention qui est éternelle dans votre tête, parce qu'il n'y a pas de date limite. Donc, le futur que vous avez devant vous n'est qu'un futur d'angoisse et de douleur. C'est la grande différence avec quelqu'un qui est en prison et qui a une peine déterminée. Et combien de fois vous avez tenté de vous évader? Et vous vous êtes évadé? Oui, je me suis évadée plusieurs fois. J'en raconte 5, sans succès. Mais j'étais prête à m'évader et j'avais toujours pensé que la prochaine serait la bonne. Ouais. Vous êtes sortie avec Clara.
ou avec Lucho, votre ami, et chaque fois on vous a récupéré. Et quand on vous a récupéré, vos geôliers ont été encore plus brutaux. Oui, parce que vous aviez des geôliers qui étaient soit des types souples, ou des bourreaux, des souples avec des gants blancs, des paroles douces, mais quand même des geôliers, et dans d'autres cas, des abrutis totaux, des bêtes impitoyables. Oui, absolument. Et je crois qu'il y a eu, si vous voulez, une escalade dans la cruauté, parce que d'une certaine façon, chaque fois que je m'évadais, c'était c'était l'ego des commandants qui était mis à l'épreuve, et que donc j'étais punie proportionnellement à cet ego. Donc, comment vous pensiez pouvoir vous sauver dans cette jungle avec une forêt aux arbres si hauts, si cachés, dont on ne voyait même pas le ciel? Non, j'aurais pu. Je suis trop consciente que chaque fois que j'ai raté mon évasion, c'était de ma faute. Parce que j'ai eu... Qu'est-ce qui manquait? Il a manqué du courage, sûrement. Mais non, vous l'avez eu puisque vous êtes parti. Oui, mais le courage, c'est une tension. C'est un arc tendu constamment. Et de temps en temps, lorsqu'on se sent moins dans le risque, on a tendance à laisser tomber les alertes. Et je pense que c'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises. La dernière fois étant dramatique, puisque c'était, si vous voulez, on était face à la maladie de mon compagnon de Lucho, qui avait besoin de sucre. Qui avait besoin de sucre, il était diabétique, et voilà, et c'était la mort en face. Alors, vous avez vécu, Ingrid, dans des zones qui étaient humides à 80%, vous le racontez, oui. Entourées de bêtes grandes et petites qui collaient à la peau. Il y avait des fourmis, des guêpes, des frelons, des serpents géants. Je ne sais pas qui peut penser, qui peut affronter de tels dangers. Mais vous y étiez préparé? Non, pas du tout. Moi, j'étais une femme de la ville, très citadine. Je n'étais absolument pas préparée. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est de comprendre que nous sommes tous, d'une certaine façon, préparés ou pas préparés. Dans quel sens? Dans le sens où j'avais près de moi des otages qui étaient des soldats, qui avaient donc une préparation, un entraînement dans la jungle et qui souffraient autant que moi. Donc, voilà, je pense que nous étions tous très peu préparés pour ce qui nous arrivait. Sans vous torturer à nouveau, raconter d'autres choses. Les nuits, chaque nuit, qu'est-ce qui était terrible? Les peurs, les silences, ou au contraire le vacarme de la forêt? Il y avait quelque chose de très douloureux pour moi la nuit, c'était le cri de mes compagnons lorsqu'ils avaient des cauchemars. C'était très très dur, c'était des hurlements. Et ils racontaient leurs cauchemars le matin? En général, quand vous pouviez vous parler? Quand on pouvait se parler. Ouais. J'ai été enchaînée pendant 4 ans non-stop les 24 heures. Mes compagnons étaient, eux, enchaînés le soir. Mais quand vous étiez enchaîné avec quelqu'un, en l'occurrence Clara ou quelqu'un, parce que là, même si c'est quelqu'un qui est un ami, au bout d'un moment, il y a une promiscuité insupportable. Non. Imaginez aller aux toilettes avec quelqu'un, enfin je veux dire, ce sont des choses qui sont... Enfin, et les toilettes n'étant pas les toilettes, puis ce sont des trous dans la jungle, enfin, c'est dénigrant. C'est surtout ça, c'est ce côté... Oui. Dans les camps nazis ou dans les goulags, beaucoup de prisonniers qui étaient déguenillés et pouilleux conservaient leur dignité et toutes les formes de la politesse. Ils s'appelaient docteur, maître, monsieur, etc. Et c'est très bien raconté dans un livre que j'ai parcouru, qui est éblouissant, Le voyage au pays des Écats de Julius Margolin, qui vient de sortir. Mais vous vouliez que les FARC vous appellent par votre nom, pas par un numéro. Ça, c'est extraordinaire. Oui. Est-ce que c'était une forme d'orgueil ou une manière de résister, peut-être de tenir soi-même? Mais je pense qu'on a besoin de mettre des frontières, surtout quand le respect de notre humanité est en cause. L'orgueil est différent, l'arrogance aussi est différente, c'est quelque chose, c'est un surplus, c'est presque une vanité. Mais là, c'est quelque chose essentiel pour vivre. Vous ne pouvez pas vous comporter dignement avec vous-même si vous acceptez d'être considéré par les autres comme un objet. Parce qu'en fait, nous vivons aussi dans le regard des autres. Et que voilà pourquoi, par exemple, il est si important de nommer les otages, de dire leur nom, pour que, en s'écoutant, par exemple, à travers la radio, en écoutant leur nom, ils puissent se dire à eux-mêmes qu'ils ont une identité et que cette identité les aide à faire face à l'infamie. Ce qui frappe aussi, c'est qu'entre prisonniers, il n'y a pas de solidarité. Vous ne vous entraidiez pas et parfois vous vous combattiez.
parfois vous querelliez, vous vous méprisiez. Mais c'est parfois. Parce que parfois, il y avait aussi la solidarité, l'entraide, la fraternité, l'amour. Il y avait aussi ça. C'est parce que nous sommes des êtres humains. Et la condition humaine, elle évolue. Et de la même façon qu'entre nous, nous pouvons avoir des personnes avec qui nous avons tout de suite cette chimie qui se produit, ces atomes, vraiment. De temps en temps, avec d'autres, il n'y a pas le courant qui passe. J'ai retrouvé une phrase de Matteo Ricci dans le traité de l'amitié. Comment puis-je être ami avec autrui si je ne suis pas d'abord ami avec moi-même? Oui. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Et vous vous êtes construit peu à peu des règles. Se taire, ne s'attacher à rien, ni à personne, ne rien désirer, ne rien demander. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent à votre vie de tous les jours? Heureusement non, parce que je me donne, si vous voulez, l'espace. Elle peut nous demander n'importe quoi aujourd'hui. Par exemple ça. Oui, ah non, mais ça c'est un mince, infime cadeau tellement mérité. Mais disons qu'il y a, en fait, je crois, moins de besoins, je crois. On devient plus léger dans les désirs. Ayant perdu toutes les libertés, toutes les formes de liberté, j'ai encore la liberté de définir qui je veux être. Et donc, je ne suis plus une victime, je suis une survivante. Et je crois que nous sommes tous des survivants. Bien sûr, mais Oui. vous en avez fait l'expérience et vous construisez cet être de Oui. plus en plus libre. Et je continue à le construire. Ah ouais. Chaque fois... C'est sans fin. Oui, et c'est très beau de savoir qu'on peut toujours monter plus dans l'échelle. Vers l'harmonie, la tranquillité intérieure. Vers cette lumière qui est là et vers cet être parfait que nous voulons être et que nous ne pouvons pas. Mais la quête est là et c'est ça qui est merveilleux. Vous dites, ce que nous sommes devenus là-bas, c'est ce que nous sommes ici aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est comme une naissance malgré tout? Que c'est une transformation et que ce n'est pas parce qu'on change d'habitat que l'on change son être et que je suis aujourd'hui là avec vous ce que je suis devenue là dans la jungle et que évidemment il y a encore des transformations à venir, heureusement. Oui, les rencontres, les Oui, voyages, oui. les visites, Les etc. difficultés. Entre Bogota, Paris et New York, vous habitez où maintenant? Dans les valises. J'ai une adresse virtuelle. D'accord, mais à un moment donné, vous vous fixerez? Oui, je vais me fixer. C'est mon prochain projet. Vous continuez à J'arrête vous d'être évader, nomade. quoi. Mais cette fois-ci, on ne vous rattrape Non, pas, c'est vous. Oui, non, cette Hein? fois-ci, j'ai besoin. Est-ce que vous croyez que vous êtes devenue plus tolérante ou au contraire plus intransigeante? Même à l'égard des gens avec lesquels vous avez eu des petites querelles ou des grandes querelles? Je crois que je suis devenue plus consciente que je veux être plus tolérante. C'est difficile parce que vous avez vos impulsions, mais disons qu'il y a toujours des alertes qui s'allument. Et lorsque, par exemple, je reçois des commentaires qui sont intolérants à mon égard, voilà, je remets les choses en contexte et je me dis, voilà. Vous savez, ce que vous devriez faire, c'est donner quelques conseils aux hommes politiques quand ils se font taper dessus, leur dire prenez la distance et ne vous emballez pas. Mais est-ce que maintenant tout vous paraît plus dense et peut-être plus léger? Oui, je crois que plus dense dans le sens où tout a une importance. Chaque détail de la vie est important. Chaque façon de dire ou l'attitude que l'on prend est important. Mais plus léger parce que justement, les erreurs du passé, on peut les améliorer, on peut s'améliorer. Est-ce que vous croyez que vous finirez par vous réconcilier avec les ou des Colombiens? Je suis réconciliée dans mon cœur. Je sais ils que le savent pas. Ils le savent. Ils le savent parce qu'ils savent que j'adore mon pays. Il faut que je fasse aussi Voilà. J'ai besoin de temps. Ouais. Mais la base de l'amour est là. Rien que l'amour, ça Mais suffit. vous pensez que vous avez un devoir à l'égard de tous ceux qui sont aujourd'hui encore, soit dans cette forêt entre les mains de ce qui reste des FARC, et en même temps à l'égard de tous les otages, les Français qui sont au Mali, mes confrères français de France 3 qui sont Oui. en Afghanistan. Oui. Et vous vous imaginez Avec peut-être Pierre comment et- ils doivent ressasser leur aventure, comment dans leur solitude ils doivent souffrir, parce qu'eux ne savent pas comment ils vont être libérés, ou s'ils vont être libérés. Oui, je crois que nous avons tous une responsabilité. Quand nous sommes libres, nous avons la responsabilité de veiller pour la liberté des autres. Et quand elle leur manque, c'est notre devoir que d'agir. Et
souvent, on ne sait pas comment agir, mais il y a une façon d'agir qui est dans notre cœur, de ne pas les oublier et d'en répéter leur nom. De répéter leur nom. Oui. Parce que vous savez que quand on a répété votre nom, dans la forêt, elle a fini par entendre qu'on parlait d'elle. Et c'était un soutien extraordinaire de sentir qu'il y avait toutes des peuples qui se mobilisaient pour elle. Alors vous citez le poète préféré de votre père, Pablo Neruda, même le silence a une fin. Est-ce qu'on peut parodier, là, ici, vous dire que même la parole ou l'excès de parole a une fin? Je pense qu'il faut, oui, je pense que le silence est toujours meilleur. Oui, mais dans certains cas, après, pour se reconstruire, s'éloigner tout doucement de ce qui va rester en vous et qui va... Parce que la parole est extraordinaire lorsqu'elle vient comme cette denrée rare après le silence. Oui, oui. Dans l'hélicoptère de la liberté, il y a un de vos compagnons qui chantait, je dirais en espagnol, La vida es una tombola, tombola, tombola. La vida es una tombola. C'est une chanson qui était très à la mode à ce moment-là. Ouais, mais la vida es una tombola. Oui, c'est une tombola. Oui, la vie est une tombola. Bon, c'était sa façon à lui de se moquer un petit peu de notre sort, de dire que de temps en temps on gagnait le gros lot du loto et donc la libération. Voilà. Oui, moi, j'ai une autre vision de la vie. Oui, mais c'est une tombola, mais encore, il faut jouer et risquer. Oui, il faut oser, il faut avoir l'audace de vivre. Quelle est votre autre vision de la vie? Le parcours. Même lorsqu'on n'a pas le gros lot du loto, même lorsqu'on est dans la difficulté, dans la maladie et dans la souffrance, on apprend et on peut grandir. On l'embrasse parce qu'elle s'en va. Allez, vous allez prendre un avion. Alors, je me permets. Hein, mais en direct comme ça. Parce que votre témoignage nous touche toujours. À bientôt. On va rester seul, mais c'est aussi le plaisir. Mais on vous racontera Matteo Ricci parce qu'il faut le connaître. Je vais regarder. Voilà, vous regarderez. Et Matteo Ricci aussi, c'est un parcours. Absolument. Un parcours. Alors, la Chine et l'Occident doivent beaucoup à Ricci. Oui. Vous le faites connaître. Il y a un institut d'études Ricci en France, tenu par le père Masson, que j'avais interrogé pour Europe 1. Il est donc arrivé en Chine en 1582. À l'âge de 30 ans, il meurt à 58 ans. Il va passer presque 30 ans en Chine. Absolument. Il n'est pas retourné en Europe, jamais. Seulement en Chine. Et ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, la Chine lui rend hommage. Oui. Il y a des expositions, il y en a eu à Shanghai, il y en a eu à Pékin, il y a des expositions en Italie, en France. Oui. Et cette gloire posthume, vous pensez qu'elle est méritée? Oui, absolument, très méritée. Mais les Chinois ont toujours aimé Ricci parce qu'ils ont toujours dit que Ricci était un ami de la Chine, était un modèle de dialogue. Ça, c'était encore très important pour l'amitié, pour le respect, pour le dialogue. Et un modèle de médiation culturelle. Alors on va parler de lui. Oui. D'abord, Ricci, il est né dans une petite ville italienne, Macerata. Moi, j'ai un savoir tout récent. Oui. J'ai lu depuis peut-être un an différents textes et c'est ça qui m'a frappé, sa présence. Et votre biographie est vraiment magnifique. Moi, je la recommande. Merci. Et je la recommanderai un peu partout. Il arrive à Rome pour apprendre. Pour apprendre le droit, mais Il ne pense pas à la Chine. Non, pas encore. Le père veut que Ricci apprenne le droit et il change et lui devient jésuite et il va étudier dans le collège romain, l'université des jésuites. Et alors, les jésuites voyagent beaucoup dans le monde, ils sont en mission et c'est leur patron et créateur Ignace de Loyola qui dit, et vous le citez, notre vocation est d'aller d'un lieu à un autre, de vivre en n'importe quelle partie du monde où l'on espère un plus grand service de Dieu et une plus grande aide pour les âmes. Donc, ils ont le courage, ils partent. Lui ira en Chine. Mais il faudra un temps fou pour y aller. Et ensuite, pour apprendre la langue. Absolument. Il avait cette nouvelle stratégie missionnaire de l'accommodation culturelle. Vous devez apprendre la langue du pays que vous voulez évangéliser. C'était la première fois. Donc, il lui faut du temps, Ricci, avant d'y arriver. Absolument. Il a mis 10 ans pour apprendre le chinois. Il a étudié. Alors, lui, il a raconté son aventure. Oui. On la connaît comment? Parce qu'il y a des lettres. Il y a des lettres. Les lettres qui sont restées sont 54. Et aussi, l'histoire de la mission, il a écrit en italien
Et c'est possible de la lire, c'est l'italien du XVIIe siècle, un peu difficile, un peu mélangé, mais avec le portugais. Vous êtes italienne et scientifique, mathématicienne Oui, surtout. oui. Ça fait 2 raisons pour vous intéresser Absolument, à lui, 2 raisons. qui était un adepte des sciences, un mathématicien, un astronome, Oui. etc. Et ça l'a aidé d'ailleurs toute sa vie pendant son séjour en Chine. Et vous, qu'est-ce qui vous a mis sur la trace de Ricci? Mais à le début, c'était exactement la traduction que Ricci a fait d'Euclide, de ses livres très importants pour Euclide, géométrie arithmétique en chinois. C'était quelque chose d'incroyable. Et j'étais intéressée pour ça. Et après, quand je suis arrivée à Pékin, j'ai vu que les Chinois aimaient Ricci beaucoup. Et Ricci, avec le nom chinois Li Mado, parce que vous devez dire les noms. Oui, Li Mado, chinois. ça veut dire le Li sage. pour Ricci, Oui. et Mado pour Matteo. Parce que le nom, c'est... Non, mais ça a une signification poétique. Non, c'est la symbolique. phonétisation. C'est seulement la phonétisation. Li Mado. Li Mado. Il a 25 ans, il embarque à Lisbonne pour la Chine. Oui. La Chine qu'ils affrontaient, dites-vous, non sans quelques craintes. C'était un pays mystérieux et hostile qui interdisait son territoire aux étrangers, considérés comme des illettrés et des ennemis dangereux. La Chine s'était fermée comme une forteresse. Complètement fermée comme une forteresse, Oui. oui. Mais Ricci a compris que pour rester en Chine, il devait apprendre le chinois et étudier la culture chinoise. Et il a étudié Confucius, la philosophie confucienne. Confucius, oui. Et c'est quelque chose qui lui a donné la possibilité d'interagir avec les intellectuels chinois, avec les mandarins. Ricci C'est pour ça qu'on ne le vide pas, on ne l'expulse pas. Ah, c'est pour ça, exactement pour ça. Parce que lui, il va avoir des difficultés, on croit que ça s'est fait de cette manière, mais il est allé de ville en ville. De ville en ville, 4 villes avant d'arriver à Pékin. Oui. Et souvent, quand il y restait, c'était des années. Et au dernier moment, on l'expulsait, on lui demandait de partir. Mais il s'accrochait, il négociait, il arrivait à convaincre. C'est un caractère incroyable que j'admirais beaucoup. Mais il aimait la Chine ou il pensait qu'il était là pour évangéliser l'Orient? Ah bon, et au début, il pensait qu'il était là seulement pour évangéliser, mais à la fin de son séjour, il aimait la Chine. Il admirait beaucoup les mandarins chinois, leur culture, leur intelligence, parce qu'il a travaillé ensemble. Il a traduit l'Euclide avec un très prominent intellectuel chinois. Oui. Quelle Chine il va trouver? Parce que on a dit, c'est des structures sociales très rigoureuses, une hiérarchie. Les hiérarchies. Il a appris que les hiérarchies, c'était très important et il a décidé d'avoir son relation seulement avec l'administration, les bureaucrates de la bureaucratie impériale pour arriver à la cour impériale. Il a privilégié l'étude du confucianisme et l'interaction avec les mandarins et avec les livres. Les livres sont importants. Et vous montrez bien que l'administration est fermée et vous soulignez le rôle des eunuques. Ce sont les bureaucrates de l'empereur. Alors eux, ils détiennent le pouvoir. Oui, parce que... et ils acceptent encore moins les étrangers. Complètement. Et c'était difficile pour Ricci. Il a été emprisonné par une eunuque. Parce qu'il ne voulait pas qu'il allait à Pékin voir l'empereur, mais Ricci était capable d'avoir la permission et l'eunuque n'a pu faire rien. Quand il arrive, après Macao, oui. Il arrive en Chine, il paraît qu'il se déguise en bouddhiste, quoi. Il se rase. Oui, il se rase la tête, la barbe et s'est mis une tunique de bonze. Mais après peu d'années, il comprend que c'est... Les moyens bouddhistes sont le niveau plus bas de l'échec social et il va changer son habit et il va s'habiller comme une mandarin de soie et avec la barbe longue et les cheveux et parce qu'il doit être comme ça pour interagir avec le mandarin. Il devient chinois. Il dit « Je me suis transformé comme un chinois ouais. ». Il porte avec lui des symboles de l'Occident. Oui. Et il a des cadeaux.
Et une horloge. L'horloge mécanique. L'horloge mécanique qui... Parce qu'elle a séduit tous les Chinois jusqu'à l'empereur. Oui, il comprend, à début, il comprend qu'il doit donner des données. C'est très important de donner quelque chose. Et il utilise les horloges mécaniques. Vous savez qu'en Chine, Ricci est devenu quelque chose, le dieu protecteur de l'horloge mécanique. Ah, oui, aujourd'hui encore. Non, aujourd'hui, mais jusqu'à 19e siècle. S'il revenait en Chine, il serait tout surpris, parce que Mao Tse-tung est presque oublié, et c'est Confucius qui revient. Ah oui. Mais surtout, ce n'est pas totalement oublié, mais Confucius, aujourd'hui, la politique chinoise, Mao il est dans le mentionne mausolée, mais l'harmonie. Confucius, il est partout. Ah oui, absolument. Confucius, les instituts Confucius, et aussi l'idée de l'harmonie sociale. C'est un conseil confucien. Et les politiciens chinois disent que nous voulons construire l'harmonie sociale. C'est quelque chose de Confucius. Oui. Alors il va découvrir plusieurs villes jusqu'à l'arrivée à Pékin. Li Madu fait son entrée solennelle à Pékin, et puis il y a l'empereur lui-même qui va l'autoriser à séjourner à Pékin. Oui. Ce qui est extrêmement rare. C'est la première fois et c'était quelque chose d'incroyable, un grand honneur. Oui. Et les Chinois, ceux qui étaient férus d'astronomie, de science, etc., comment, en Chine, ils voyaient là-bas l'Europe? Qu'est-ce que c'était l'Europe? C'était quelque chose de très loin, un peu difficile à comprendre, mais quand Ricci a enseigné la science, la morale chrétienne et la morale des stoïques, qui étaient très similaires au confucianisme, elles ont compris qu'il était une culture très ancienne, comme la Chine, est très intéressant. Et c'est pourquoi que Ricci a porté la culture européenne en Chine et a porté la culture chinoise en Europe. Pour ça, il était quelquefois rejeté par ou des bouddhistes ou des confucianistes. Ah, bien sûr, parce et ce que j'ai noté, c'était comme à l'époque Socrate, des dialogues, lui, il y avait des disputes avec des intellectuels. Oui, il y a une dispute très forte avec une bouddhiste qui une aristotélien avec une bouddhiste, c'était un clash. Alors, il va écrire plusieurs livres. Oui, il va écrire plusieurs livres en chinois parce que depuis 2 ans, il a appris parfaitement, il est capable d'écrire en chinois. Et il écrit, le premier livre qu'il écrit, c'est le traité sur l'amitié. Et c'est quelque chose de choisi parce qu'il savait que l'amitié, c'était une des relations plus importantes pour Confucius en Chine. Il avait 5 relations importantes pour l'harmonie sociale, les relations souverain et sujet, père et fils, frère aîné et frère cadet. Maître, disciple. Oui, et maître-disciple. Okay. Et l'amitié. Et il a choisi l'amitié pour montrer aux Chinois que l'amitié, c'est très, très important aussi pour la culture européenne. Dans le traité de l'amitié publié par les éditions Noé, et je prends 2-3 phrases, « Avoir beaucoup d'amis intimes, c'est en réalité n'en avoir aucun. Les coups de bâton de mes amis ont plus de prix que les cadeaux de mes ennemis. » Ça, c'est bien à savoir. Oui. Et un ami flatteur n'est pas un ami, mais un voleur. D'ami, il n'a fait qu'usurper le nom. Il a vécu 58 ans. Oui. On se dit, après tant de voyages, tant d'épreuves, comment il est arrivé déjà à 58 ans? Il voyait sa mort venir, oui. Il a tout organisé, d'après ce que vous racontez. Oui, il a tout organisé, il s'est senti mourir, il a voulu rester dans la chambre et recevoir tous les disciples, les convertis, aussi les autres Chinois. Et il voulait dire à les nouveaux missionnaires qui arrivaient qu'il devait... La Chine, c'était un pays difficile, mais avec la culture, c'était très important de continuer le travail de Ricci, qui était très particulier. Et il savait qu'il avait choisi d'utiliser la science et la culture. Et vous montrez bien que l'empereur va lui attribuer, ça il ne le saura pas, à Pékin, l'emplacement où il est enterré aujourd'hui. Oui, c'était un incroyable honneur pour Ricci, pour les jésuites, d'avoir l'enterrement en Chine, à Pékin. Et aujourd'hui aussi, la tombe de Ricci est gardée et montrée au public comme quelque chose de très important, comme un symbole des relations. Et ça veut dire beaucoup de la Chine d'aujourd'hui, à l'égard du monde. Absolument, beaucoup. Il veut dire beaucoup aussi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il laisse? Qu'est-ce qu'il faut retenir de Matteo Ricci, de Li Madu? Oui, la tolérance, la compréhension interculturelle, la médiation, et il s'est posé sur une plan d'égalité avec une culture différente.
C'est un message très actuel. Et aussi le perfectionnement de soi, qui est un concept confucien et que Madame oui, exactement, pour Confucius, il admirait Ricci parce qu'il était comme quelqu'un qui s'est perfectionné, et pour Confucius, le perfectionnement de soi, c'était quelque chose d'important. Michela Fontana, aujourd'hui, je pense que les sinologues l'étudient. Les diplomates et les chefs d'entreprise du monde entier découvrent Oui. Ricci, qui a été l'auteur du premier dialogue entre l'Europe et la Chine. Oui. Et on peut dire que le 21e siècle, en quelque sorte, a besoin du 17e siècle. Oui, vous pouvez le dire. On peut dire. Bien sûr, merci oui. Ricci. Merci Fontana. Ricci. Merci Michela. Ricci. Voilà. Et nous avons besoin de votre biographie, Mario Vargas Llosa. Ingrid Betancourt et Matteo Ricci, grâce à vous, nous aident à comprendre le monde d'aujourd'hui qui est tellement compliqué, et nous aident à nous dépatouiller de toutes les complexités et les férocités du monde d'aujourd'hui. L'équipe de Bibliothèque Médicis, en tout cas avec Anne-Marie Moreau, Yann Jancourt, Céline Bevenec, Anna Markovitch et Philippe Lallemand, en sont convaincus. Et vous savez, dans cette équipe, ils répètent depuis qu'ils ont lu Matteo Ricci le conseil de Confucius. Celui qui ranime le passé pour connaître ce qui est nouveau, celui-là est un maître. Merci à vous tous. À bientôt.